Coucou les gars. Dans ma vidéo de présentation, je vous parlais donc de mon handicap. Donc il faut savoir, pour ceux qui tombent uniquement sur cette vidéo, que je suis malvoyante. En effet, je ne vois pas de l'œil gauche. Pour que la vidéo soit beaucoup plus chouette à regarder, je me suis dit que j'allais faire comme si, voilà, je parlais à une copine. Donc je vais profiter pour me maquiller en même temps. Je vais vous montrer la palette que je vais utiliser et puis voilà. Donc ça sera une petite discussion entre potes. Tranquillement, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas née comme ça, que un beau jour je me suis réveillée et puis ma vie a changé, c'est vraiment ça en plus. Et donc du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, j'ai déjà fait mes sourcils au préalable, matifier ma paupière et je vais utiliser ma palette qui a déjà bien vécu parce que ça fait déjà 1 an que je l'ai maintenant. C'est la palette de chez Sephora en collaboration avec The Doll Beauty. Et c'est vraiment ma palette favorite. Favorite, je sais pas. Quand je ne sais pas en fait quoi faire comme look. Donc tout commence en 2016. Non, je vais essayer de la faire moins dramatique quand même. Mais en gros, en 2016, eh bien, j'ai eu le Zika. Et bon nombre de la population avait contracté la maladie, mais ce qu'on entendait comme effet secondaire, c'était vraiment le syndrome du Guillain-Barré. Si vous connaissez l'expression je ne fais rien comme les autres », eh bien pour moi, sachez que s'il y a une expression qui devrait vraiment me définir, c'est vraiment celle-ci. Donc en fait, pendant la période de mes examens, j'ai eu le Zika, pour tout vous dire, je me suis même pas rendu compte en fait, parce que je n'ai pas eu de fièvre, je n'ai pas eu de courbatures. Tout ce que j'avais eu, c'est vraiment l'apparition de petits boutons. Si je retrouve des photos, je vais essayer de vous les inclure, mais c'est tout en fait. Je n'avais rien du tout comme signe précurseur, en tout cas pour l'instant. Pendant peut-être 2 bonnes semaines, je commence à avoir l'apparition de maux de tête. Mais je ne saurais pas en fait vraiment vous les décrire. Mais c'est pas des maux de tête communs. C'est vraiment... T'as l'impression qu'en fait, c'est des briques qui tombent mais vraiment les unes après les autres dans ta tête. C'est vraiment un mal de crâne en fait qui t'empêche limite de trop regarder. Enfin, pour les personnes migraineuses, je pense que ça va vous parler. Mais pour les autres, voilà, c'était vraiment une sensation que personnellement avant, je n'avais pas du tout connue. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment étrangère quand même à ce type de migraine. Et c'est pourquoi, en fait, au départ, je n'ai pas forcément... chez midi à 14 h, je me suis dit, ouais, j'ai juste mal à la tête, ça va passer. Les semaines passent, je me rends compte quand même que ça fait 2 semaines que j'ai mal à la tête. Et en fait, ça s'intensifie. La 3e semaine... J'ai dit à ma maman, mais c'est quand même bizarre parce que là, je commence à avoir l'apparition en fait de petites taches noires au niveau des yeux. Je me sens pas bien. Je suis fatiguée. J'ai du mal à gérer le bruit. J'ai du mal à gérer la lumière. Je vais chercher ma petite soeur à l'école à 16 h. Elle finissait, elle était en CM1 ou CM2 à cette époque-là. Et je vais la récupérer. Je croise un oncle à moi qui a sa fille aussi, du coup, dans la même école que ma soeur, qui m'a dit c'est bizarre que là, tu marches pas forcément comme quelqu'un qui va bien. Tu plisses un petit peu les yeux, t'as pas l'air sûr. Enfin bref, en gros, je vois que t'es pas bien. Je lui dis oui, tonton, j'ai vraiment mal à la tête ces temps-ci, mais ça va aller, etc. Mais il se rend vraiment compte que je ne vais pas bien. Donc il m'a dit, c'est bizarre, mais il faut aller consulter quand c'est comme ça, quand c'est des choses un petit peu inhabituelles, etc. Puisqu'il est dans le milieu. Et je lui dis, pas de souci, j'irai consulter. Je rentre dans la voiture, je dis à maman, ça serait bien quand même que demain on aille aux urgences, histoire de voir si tout va bien. Enfin, j'avoue que la tête, c'est quand même assez curieux, surtout j'ai jamais eu d'antécédent en fait. Ma maman qui m'a dit, ok banco, 7 h demain, on sera à l'hôpital. Si j'avais su que ça aurait été vraiment une entrée, mais pour ne pas ressortir tout de suite, je vous préviens, je me serais quand même apprêtée. Enfin voilà quoi, une petite consultation, mais non, je rigole. Mais en gros, tout ça pour vous dire que je suis rentrée donc un mercredi. Ça franchement, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. Et je suis restée à l'hôpital pendant 1 mois et demi. Qu'est-ce qui s'est passé arrivé à l'hôpital? Donc on prend mes constantes, etc. On me met une petite perfusion histoire d'être un petit peu hydratée. Enfin bref, le protocole classique en fait quand on arrive aux urgences.
Et puis, on me fait passer donc une IRM, un scanner, et on regarde au niveau de la tête, les yeux, etc. ce qui va pas. Le chef en fait de service qui revient, un peu affolé, mais j'avoue qu'à cet instant-là, je n'ai pas vraiment, comment dire, pris la pleine mesure de tout ce qui se passait en fait. Mais je voyais que l'équipe était un petit peu anxieuse. Le médecin n'était pas très rassuré parce que visiblement ce qu'il avait en fait devant les yeux par rapport aux clichés et aux imageries, c'est un petit peu de l'inédit pour eux. Donc du coup, il ne voulait pas trop m'affoler, mais en même temps, il voulait me faire comprendre que la situation était un petit peu sérieuse et que du coup, va falloir passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? Donc c'était ce qu'on appelle une ponction lombaire. Donc en gros, c'est une piqûre qu'on vous fait au niveau de la moelle épinière, un petit peu après, si je me souviens bien. Et du coup, on retire le maximum de liquide céphalorachidien. Donc, en gros, c'est le liquide qui entoure le cerveau. Tout simplement parce qu'on constate que la patiente est en hypertension intracrânienne. Donc, c'est beaucoup de mots barbares. Après donc cette première ponction, mon séjour donc s'est prolongé parce que voilà, il y a toute une observation de la personne malade à faire. Vraiment, c'est un acte qui n'est pas anodin et qui nécessite beaucoup de prudence dans la surveillance, surtout qu'à cette époque-là, j'étais en service de pédiatrie puisque c'est arrivé quand j'avais 17 ans. 17 ans, j'allais sur mes 18 ans. Donc du coup, voilà, il y avait une surveillance d'autant plus accrue. J'ai pu faire de la rééducation ophtalmique parce qu'en fait progressivement j'avais la vue qui commençait à baisser parce que en fait la ponction lombaire fait que le trop plein de liquide qui a été retiré à l'instant provoque en général des troubles au niveau des nerfs optiques. Voilà, parce que tout en fait est lié de toute façon, tout se rejoint et donc moi ma vision a baissé au fur et à mesure pendant ce laps de temps là. Eh ben non, en septembre, c'est parti pour la rechute. J'ai de nouveau mal à la tête, je vois flou, mon œil gauche me donne des signes de fatigue. J'atterris à l'hôpital une énième fois. Et là, je suis prise, donc là, j'ai 18 ans, mon anniversaire était passé, c'était en mars. Et j'atterris dans un service d'adultes en neurochirurgie. Donc là, je suis prise en charge, etc. Je sais pas quel médicament il m'administre à cet instant-là. Mais en gros, quelque chose qui va permettre de diminuer l'hypertension avant de pouvoir aller voir, pareil, encore une fois, grâce aux imageries, ce qui se passe un petit peu dans la tête et au niveau des yeux. Donc les médecins ne sont pas du tout rassurés par rapport à ce qu'ils observent sur les images. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Il y a un staff qui se fait, donc un staff c'est une réunion en fait organisée par l'équipe pluridisciplinaire qui te suit, donc à savoir l'ophtalmo pour moi, l'orthoptiste, les chefs de service, l'équipe médicale, etc. Et ils reviennent à 7 h du matin, le lendemain, du jour où je suis arrivée, en me disant, voilà, on a trouvé une solution pour traiter l'hypertension afin que vous soyez soulagés et qu'on prévienne éventuellement une rechute, une repoussée de tension, etc. Je lui dis, ah bon, super, ce sera quoi, machin. Et ils me disent, voilà, on va devoir vous opérer. Donc, il y a 2 solutions. Soit, donc l'intervention en elle-même s'appelle la dérivation lambo-péritonéale. Donc, je vous ai dit plein de mots barbares, mais après, ça glisse tout seul. Donc, du coup, il m'explique que la première partie peut s'organiser de la manière suivante. On passe par la tête. Donc, logiquement, il aurait fallu, en fait, ouvrir comme ça sur le côté. Et il y a, en fait, le tube. Donc, c'est en fait un drain qui va être mis en place pour drainer le surplus de liquide qui vient se former dans la tête et gérer, justement, cette hypertension. Avec le capteur au niveau de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, et qui vient en fait se loger dans le péritoine, qui est un organe creux, si je me souviens bien, qui élimine assez facilement le trop-plein de liquide. J'écoute quand même la deuxième version. Ou alors, on ne passe pas par la tête, mais on passe directement par la colonne vertébrale. Et pareil, le dispositif vient évacuer le trop plein de liquide au niveau du péritoine. J'étais la deuxième. Parce que je veux bien, je suis pas bien, tout ça. C'est dramatique ce qui se passe, qu'on se le dise.
Mais l'esthétique dans tout ça. Je vous avoue que ça peut paraître vraiment bête, mais j'essayais en gros de m'attacher à ce qui... à cet humour finalement qui m'aidait à outrepasser les situations un petit peu critiques. Et franchement, moi j'étais concentrée, je dis mais jamais de la vie, vous me rasez la tête, jamais de la vie, on voit un tube comme ça là qui passe sous ma peau. Non, je veux un truc discret. Franchement, si les deux font le taf, de choisissez la version qui franchement pourra être la plus esthétique possible, vraiment, parce que une fille de mon standing, non je rigole, mais en gros, voilà, j'étais plus enchantée, si je puis dire, par la deuxième option. J'ai été sous traitement pendant de septembre à décembre. Et en décembre 2016, j'ai été opérée pour la première fois. Oui, parce que n'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Je ne fais rien comme tout le monde, sinon c'est pas drôle. Donc le traitement a partiellement fonctionné parce que oui, quand j'étais en hypertension et que je me sentais pas bien que je le prenais, je sentais quand même une amélioration de mon état général. Mais bon, je sentais que c'était pas la solution définitive et que véritablement, plus ça allait, plus cette proposition de chirurgie était quand même assez évidente si je voulais aller mieux. Donc, je suis opérée en décembre 2016, voilà. Tout se passe bien. La convalescence, franchement, elle est longue. Je vais pas mentir. Je suis restée allongée 6 semaines. Après les 6 mois, les 6 semaines, pardon, de convalescence, mon corps a fait le rejet. J'ai été opérée en décembre. J'ai fait le rejet en mars et j'ai été réopérée, on va y arriver, en mars 2017. J'ai bien toléré la deuxième chirurgie. Dieu merci, franchement, jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans que j'ai été opérée. Mon drain est toujours en place, ma tête fonctionne toujours bien. Et franchement, voilà, les choses se sont stabilisées. Me voilà, quoi, 4 ans après, avec un œil en moins, parce que oui, bon, j'ai même pas vraiment expliqué, mais au fur et à mesure, j'ai perdu la vision. Donc, tout comme ce make-up, la vidéo touche à sa fin. J'ai vraiment envie de prendre ce dernier petit temps-là pour vraiment remercier toute ma famille et surtout mes amis. Elles se reconnaîtront, ils se reconnaîtront. Mon chéri et aussi vraiment mes parents, enfin quand je dis ma famille, c'était mes parents bien évidemment, de m'avoir accompagnée parce que je pense que si j'ai pu autant... voilà, user d'humour noir, d'humour tout simplement, avoir cette capacité voilà de relativiser, c'est en partie grâce à eux et c'est parce que je savais que j'étais super bien entourée. Honnêtement, même les médecins me disaient à chaque fois, oh là là, votre chambre elle est tout le temps remplie. C'est parce qu'il n'y avait pas un jour d'hospitalisation où il y avait personne qui venait me voir. J'ai vraiment été épaulée au niveau de la prière aussi. J'ai vraiment eu des personnes qui ne me connaissaient pas mais qui étaient en union de prière pour que j'aille mieux. J'ai survolé un petit peu l'histoire parce que voilà, s'il fallait rentrer dans tous les détails, la vidéo serait interminable. J'espère en tout cas que vous avez passé un super bon moment avec moi, que vous aurez aussi rigolé hein, parce que voilà, c'est quelque chose qui appartient au passé, qui a des conséquences sur mon présent, mais voilà, c'est pas des choses qui sont insurmontables. Il y a aussi la question du poids que je n'ai pas abordé volontairement parce que j'ai pas nécessairement envie d'en parler parce que ça a été par exemple un des points les plus durs, on va dire, à gérer parce que les médicaments, et les molécules, l'équipe médicale aussi t'en parle pas forcément et puis c'est du jour au lendemain, tu t'arrives et te dis, il y a du changement. Donc voilà, j'essaye à chaque fois de le prendre avec le sourire, mais vous vous doutez bien que dans toutes les histoires, forcément, voilà, il y a des passages qui sont un peu plus douloureux que d'autres. Mais bon, voilà quoi. On va dire la première, je ne serai pas la dernière. Donc pour tout en finir, je ne sais pas si ça a été clair parce que je suis vite partie dans mes explications. Mais en gros, ce que j'ai fait à la suite d'ISICA s'appelle une hypertension intracrânienne. Je suis porteuse d'un dispositif qui s'appelle une dérivation lambeau-péritonéale qui m'aide à gérer toutes ces hypertensions au quotidien et qui draine en gros le liquide céphalorachidien qu'il y a de trop au niveau de mon cerveau. Voilà. Et bien évidemment donc la perte de l'acuité visuelle au niveau de l'œil gauche.
Donc voilà, si j'avais un petit message à vous faire passer à travers cette vidéo, c'est au maximum, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais véritablement essayer de rester positif au maximum, d'essayer d'être dans une démarche et de poser des intentions sur tout ce qui se passe autour de vous. Et si vous vivez quelque chose de difficile, eh ben je vous envoie plein de love. Voilà, je sais pas si cette vidéo pourra aider ou quoi, mais ça m'a fait plaisir en tout cas de vous partager ça parce que c'est une période de ma vie assez particulière. Et voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.